Parce que je vois que ma musique, elle arrive à toucher des gens et les gens se reconnaissent en moi. Et là, je me dis, je peux pas arrêter, tu vois. T'as jamais voulu me calculer, donc j'ai compté tes erreurs. Et toutes les nuits, je pensais à toi pendant que tu pensais à l'autre. J'ai même dû craquer quelques fois, j'ai déprimé par ta faute. Daïfa, comment tu vas? Ça va et toi, Ryan, tu vas bien? Très très bien, en tout cas, un tout grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'est ta première en plus, C'est ça, c'est donc ça. merci infiniment. Merci à toi. Je t'ai appelé Daïfa, j'aurais pu dire Boys in the Hood, j'aurais pu dire poète de rue. C'est clair. Comment t'expliques ces arrêts et ces retours, mais avec à chaque fois un nouveau personnage, une nouvelle identité? Ben écoute, je pense que ces arrêts-retours, c'est surtout par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Donc, comme tu l'as bien dit, ben, au début, c'était Boys in the Hood. C'était vers 2013. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que dans ma vie, il s'est passé un événement assez tragique. Donc, c'est que ma mère, elle a eu le cancer à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais la soutenir. Tu vois, je vais la soutenir, je vais rester auprès d'elle parce qu'on savait avec mes sœurs que ça allait être un moment difficile et que quand tu as une maladie comme ça, ben, il faut être soutenu. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est qui a un peu du mal à dissocier en fait le privé et le pro, tu vois, surtout à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais arrêter et je vais la soutenir. Voilà pourquoi à ce moment-là, il y avait Boys in the Hood. Et ensuite, après quelques années de combat, beaucoup d'années de combat, donc 5 ans de combat, malheureusement, ma mère, elle a perdu le combat face au cancer. Enfin, on a perdu le combat ensemble parce qu'on s'est tous battus, même si elle était en première ligne. Nous, on était là aussi avec elle. Et après, donc, il y a Poète de rue qui arrivait. Poète de rue, ben, il est quand même assez différent de Boys in the Hood parce que c'est un artiste qui est quand même passé par plein de choses difficiles durant ces années passées. Poète de rue, il est cagoulé, à la différence de Boys in the Hood, parce qu'au début, il appréhende un petit peu le retour, il se dit comment ça va se passer, etc. On voit que la musique, elle a changé, c'est plus la même qu'à l'époque. Donc voilà pourquoi j'avais opté pour Poète de rue. Et ensuite, au bout de deux sons, ben, tu as Hudayfa, qui pour moi est, on va dire, la version finale de toutes ces phases. Donc aujourd'hui, je pense que Hudayfa, c'est, on va dire, l'artiste fini et qui est quand même meilleur que ceux du début. Donc, C'est voilà, le résultat de cet ensemble d'épreuves c'est clair. par lesquelles tu es Ouais, passé. ouais, c'est clair que Hudayfa, c'est l'artiste fini, comme j'ai dit, avec une maturité, une plume aussi plus aiguisée qu'à l'époque. C'est un père de famille aujourd'hui. C'est un gars plus réfléchi aussi qu'à l'époque. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, tu effaces tes réseaux sociaux, tu supprimes tes vidéos de YouTube. Donc à chaque fois que tu reviens, tu repars vraiment de zéro. Et malgré ça, tu arrives très facilement et très rapidement à recréer une communauté, C'est un vrai, c'est engouement. vrai. C'est pas quelque chose que je calcule, quoi. Ça veut dire, j'arrive, je reviens, à chaque fois que je reprends, ben, les gens, ils me suivent, tu vois. Et ça, je t'avoue que je ne sais pas l'expliquer, tu vois. C'est quelque chose qui se passe toujours comme ça. Et ça fait plaisir hein, de savoir que les gens, ils te soutiennent toujours et qu'ils apprécient la personne que tu es. Et effectivement, à chaque fois que je reprends, ben, le public, il est là, quoi. Que ce soit Boys in the Hood, il était là. Poète de rue, ils m'ont reconnu, même si j'étais cagoulé. Beaucoup m'ont reconnu. Et donc voilà, aujourd'hui, Hudayfa, ben, tu as le public de Boys in the Hood, le public de Poète de rue, et maintenant le nouveau public de Hudayfa qui est là. Et ces gens qui te suivent justement, comment est-ce que tu pourrais les rassurer? Comment est-ce qu'ils peuvent être certains que ce retour, c'est un retour définitif? Ben, aujourd'hui, on va pas se mentir, ça a quand même changé. Hein. Quand tu reprends Boys in the Hood, c'était, on va dire, je vais pas dire très sérieux, mais je prenais pas la musique comme aujourd'hui je la prends. Ça veut dire qu'à l'époque, je faisais de la musique vraiment par passion, vraiment par passion. Tu vois, après, tu as toujours au coin de ta tête un truc qui te dit ah si ça marche tant mieux, mais on va pas se mentir, il n'y a pas de stratégie, il n'y avait pas de réunion en mode on va faire ci, ça comme ça. Non, quand il y avait un son que je faisais en studio, je le trouve bien, eh ben je le balançais. Tu vois. T'étais livré à toi-même et puis Voilà. c'était très instinctif en réalité. Je faisais ce que je voulais, vraiment ce que je voulais. Pour être de rue, pareil un petit peu aussi, parce que j'ai repris et même si on va dire Poète de rue, il avait quand même pas mal de choses à dire. Mais aujourd'hui, Hudayfa, je suis signé dans un label, j'ai une équipe, ce que j'avais pas avant. Ça veut dire que j'ai appris à faire confiance à des gens. Ça veut dire que moi, avant, quand je faisais une musique, si moi j'aime bien, tu vois. Je prends pas l'avis des gens, je m'en foutais. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. J'ai vraiment une équipe, j'ai un public qui me suit aussi, tu vois. Même si tu es déjà là bien avant, aujourd'hui, je sens que c'est quand même différent. Et même en tant qu'homme aujourd'hui,
quand j'arrêtais, des fois, je sais qu'il y avait des gens qui étaient déçus, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'ai repris la musique, je remarque qu'il y a des gens qui attendent de moi, tu vois. Parce que je vois que ma musique, elle arrive à toucher des gens et les gens se reconnaissent en moi. Et là, je me dis, je peux pas arrêter, tu vois. Surtout que tu as un contrat, tu as une équipe qui croit en toi, parce que c'est du temps donné aussi. Faut savoir que les gens dans mon équipe, tu as des pères de famille, t'en as, ils sont mariés, t'en as, ils ont un taf. Et malgré ça, ils sont là à m'amener jusqu'à Paris, à m'amener par-ci, à m'amener par-là. Donc aussi pour eux, je peux pas arrêter comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je suis sûr qu'on va pas revenir en arrière et que je vais essayer d'atteindre mon objectif, quoi. Tu as cette structure donc, qui investit, qui croit en toi. Par rapport à ton état d'esprit, ça te soulage ou au contraire, est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Je vais pas te mentir, les deux, tu vois. Parce que moi, avant, je pensais que dans la musique, je pouvais réussir tout seul, sans l'aide de personne, tu vois. Et je me suis vite rendu compte que tu as toujours besoin d'aide. Je pense que dans tout, c'est comme ça, même dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'aide. Donc ça me soulage dans le sens où il y a des choses et des tâches que je peux léguer à mon équipe. Mais d'un autre côté, bah, ça te met aussi un peu une pression, tu vois. Parce que des fois, je vais pas te mentir, tu as des périodes où des fois tu n'as pas envie, mais tu dois. Eux, ils sont là pour te rappeler, attention, etc. Même des fois, à l'époque de Boys in the Hood, je postais un peu ce que je voulais. Ça veut dire que je prenais des fois des positions, etc. Et des fois, on va pas se mentir, quand tu es un artiste, entre guillemets, un peu plus sérieux, il y a des choses, des fois, que tu dois faire attention à ce que tu fais, tu vois. Tu as une image, etc. Tu deviens une personnalité publique, en Voilà. réalité. Boys in the Hood, ils s'en foutaient de tout ça. Ils mettaient ce qu'ils voulaient et il en avait, on va dire, rien à foutre. Mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, j'ai une petite pression de mon équipe, des fois, quand j'ai envie de faire un truc et que, entre guillemets, je peux pas le faire ou que c'est déconseillé de le faire, ben, ils vont être là pour me dire, des fois, attention, etc. Tu vois. J'aimerais revenir un peu sur ton art. Quand on écoute le clip, la chanson Cancer que tu as sorti tout récemment. Un homme que l'on appelait Chimio connaissait bien son amant et m'a donné son nom complet pour que je fume son amant. Des mois de stress et des enquêtes pour qu'on comprenne au final que le nom de son amant c'était Cancer Général. T'as combattu le cancer, t'avais du caractère. J'ai pas voulu y croire, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais même pu remplacer ma vie par la tienne, par la tienne. J'en veux à ta maladie qui t'a pas raté. Elle t'a serré très fort, elle voulait pas te lâcher. Son amour a pris ta vie me laissant dans ma peine, dans ma... Pour moi, ça décrit parfaitement Oudeifa. Tu sais rapper, tu le fais très très bien. Tu sais chanter avec talent également. Et puis, il y a cette profondeur dans l'écriture. Ça te vient d'où tout ça? Bah, je pense que ça définit un peu ce que je suis. Je suis une personne assez sensible et je pense qu'on peut le voir dans mes textes. Et en fait, ma musique, c'est moi en fait, tu vois. C'est quelque chose, c'est moi. J'ai du mal à exprimer entre guillemets mes émotions, donc je le fais en écrit. Et pour parler de mon art, en fait, c'est vraiment de la sensibilité, c'est des émotions, c'est de la tristesse, tu vois. Quand je suis joyeux, tu vas le voir dans ma façon d'être. Je vais rigoler avec mes potes, etc. Mais quand je suis pas bien, ben c'est vers l'écriture que je vais, tu vois. Et ça depuis tout petit, depuis que je suis C'est ton gamin. exutoire. Depuis que je suis gamin, c'est comme ça. Ça veut dire que j'écrivais même à l'époque, j'écrivais dans un petit carnet. Quand j'étais pas bien, je dis voilà, maman m'a crié dessus, aujourd'hui je suis triste, des trucs comme ça, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Et avec le temps, quand j'avais des grosses peines, ben je les écrivais, tu vois. Et ça a commencé comme ça en vrai de vrai, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu ma marque de fabrique en fait, hein, tu vois. L'écriture, la mélancolie, la tristesse, ça définit en fait ce que je suis, tu vois. Tout simplement. Et il y a une authenticité derrière tout ça. Parce que en fait, tu t'inspires tout simplement de ta propre vie. On sait que tu as eu un parcours de vie assez compliqué. Enfance en internat, des parents divorcés, une maman qui n'est au départ pas capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Et puis, comme tu l'as déjà évoqué, le décès de ta maman. Ouais, c'est clair que je pense qu'après, on a tous souvent eu des enfants, c'est un peu difficile. Mais pour parler de moi, ben ouais, c'est parce qu'il y avait des choses que tu comprenais pas, tu vois. Après, quand tu grandis, quand tu deviens père de famille, il y a des choses que tu peux comprendre aujourd'hui. Et avec le recul, tu peux te dire, ah ouais, c'était pour ça que ça s'est passé comme ça. Je vais te donner un bête exemple. Quand j'étais petit, j'étais en internat, comme tu l'as si bien dit, ben, j'étais en internat. Et quand j'étais gamin, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là-bas. Et je me disais toujours, qu'est-ce que je fais là? J'allais un week-end chez papa, un week-end chez maman. Mais j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je faisais là-bas. Un sentiment d'abandon un peu? Voilà, tu vois, la vie elle est difficile. Tu t'imagines, tu es une femme, tu es jeune, parce que ma mère elle était très jeune, tu as des enfants, on sait que la vie elle est pas facile. Ma mère elle avait pas la carte belge, etc. Elle avait pas de boulot, c'était pas facile, tu vois. Aujourd'hui, je sais que c'était pas un abandon, tu vois, et que c'était vraiment malgré elle qu'elle a dû
me mettre en internat. Et c'était elle qui en souffrait le plus au final. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas la remercier malheureusement parce qu'elle n'est plus présente. Mais aujourd'hui, je comprends. Hein. Je comprends que ça n'a jamais été facile. Mais toute ma vie fait en sorte qu'aujourd'hui, cette sensibilité, cette tristesse, ce manque des fois d'amour qu'on peut ressentir des fois dans mes textes, des moments de ma vie qui ont été difficiles, bah, tu le ressens à travers mon écriture, à travers ma sensibilité, à travers mes émotions, comment je pose, comment je suis. Et voilà. Oudeifa, il y a un engouement qui se crée autour de toi. Malheureusement, le Covid est passé par là. Donc tu as fait quelques scènes lors de festivals, mais tu n'as pas encore fait de concert réellement. Comment est-ce que tu fais pour prendre la température et pour savoir à quoi ressemble ton public? Les réseaux, ça a changé d'avant. Moi, je me rappelle quand j'étais Boys in the Hood, les réseaux, c'était pas pareil. C'était Facebook, j'avais que Facebook déjà, et ça allait pas aussi vite, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, sincèrement, rien qu'avec mes réseaux, je prends directement la température. Je reçois énormément de messages, même dans la rue, il y a des gens qui viennent chez toi, j'aime ce que tu fais, etc. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires, dans les messages, dans les repartages, les reposts, etc. Directement, je sais voir qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et je sais même voir mon public, je sais voir à quoi il ressemble, etc. Franchement, aujourd'hui, les réseaux font en sorte que tu peux savoir ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils attendent de toi. Honnêtement, c'est quelque chose de terrible aujourd'hui, les réseaux. Justement, tu parlais d'Instagram et parmi ces fans, entre guillemets, qui te suivent, il y a un nombre important de personnalités. Moussa Dembélé, Kevin Malcuit, qui sont des footballeurs, Dylan Thierry, qui est une personnalité de la télé-réalité. Et puis, il y a Leila Bekti. Et là, honnêtement, ça m'a un petit peu étonné, même si je sais que tu es bruxellois, un vrai de vrai, et donc pour toi, il n'y a pas de star, il n'y a que des êtres humains. Mais comment t'expliques que ton art arrive non seulement à traverser les frontières géographiques, à savoir la France, les frontières sociales également? Je pense que les sujets que j'aborde déjà, c'est des sujets qui peuvent toucher tout le monde. Le cancer, mon dernier son, que tu sois riche ou pauvre, tu peux être touché par ça, tu vois. Perdre un proche, que tu sois riche ou pauvre, c'est pareil, tu vois. Et je pense que surtout ça, quand tu vois une Leila Bekti qui est abonnée à toi, ça fait plaisir, tu vois. Mais tu te dis, en fait, elle a sûrement été touchée par la musique. Et même si elle est d'une différente classe sociale, forcément par rapport à la force des mots et les thèmes abordés, voilà, elle a été touchée tout simplement. Donc voilà. Je le disais tout à l'heure, il y a les talents, donc tu sais chanter merveilleusement bien, tu écris parfaitement, et c'est justement sur l'écriture que j'aimerais revenir. Est-ce que c'est pas une chose, le fond, qui se perd un peu aujourd'hui dans notre culture rap? Les gens ils disent souvent ça, tu vois, et c'est clair que, on va dire aujourd'hui, la musique est écoutée par les gens, c'est plus entre guillemets les instrus qui sont mis en avant, le flow, l'ambiance, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a encore quand même pas mal d'artistes qui mettent l'écriture en avant, même si je pense pas que c'est le premier truc qu'on regarde, tu vois. Mais je pense que ça existe encore, tu vois. Mais après, je pense que j'arrive quand même à me différencier parce qu'il y a de l'écriture, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, si un artiste il écrit bien et il fait de la bonne musique, il va se différencier automatiquement des autres. Et je pense que c'est ce qui m'arrive en fait, tu vois. Le fait que j'arrive à bien écrire, ça fait en sorte qu'aujourd'hui je me différencie des autres. Mais c'est tout de même étonnant que ce soit devenu une plus-value alors que dans notre adolescence, les rappeurs qu'on écoutait, la profondeur des textes était le strict minimum en réalité. Ouais, après je pense aussi qu'à ce niveau-là, c'est que les rappeurs d'avant, ils racontaient un peu plus la réalité de nos vies, tu vois. Ça veut dire qu'ils expliquaient le fait qu'on n'était pas bien dans les quartiers, etc. Qu'il y avait de l'injustice, des gens qui avaient des diplômes, etc., qui n'étaient pas beaux. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les rappeurs veulent vendre du rêve. Ça veut dire que maintenant, c'est fini. On va plus se plaindre, etc. Aujourd'hui, on va montrer qu'en fait, on peut avoir de l'argent, tu vois. Donc quand tu remarques bien, un rappeur, quand il réussit, aujourd'hui, il va montrer le côté bling bling, les voitures, les meufs, etc. Ça a changé, tu vois. Et ça qui est mis en avant aujourd'hui, tu vois. Et vendre du rêve aujourd'hui aux jeunes, c'est ça que les gens veulent faire. Et aujourd'hui, quand tu regardes bien, nous, quand on était petits, dans un quartier, on pouvait être 20, tu avais un rappeur, tu vois. Aujourd'hui, dans un quartier, ils sont 20, les 20, ils font du rap. Tu vois la différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils disent Et parfois plus parce qu'on y voit une manière de s'extirper de sa condition sociale que par amour du rap. Voilà, tu vois. Mais je pense que ça se sent quand même, tu vois. Parce que je pense qu'un gars qui est passionné par la musique, ça va se sentir. Il fera la différence. Tu le sens directement, c'est pas la même chose, tu vois. Après, je pense qu'il y a des gars qui peuvent réussir en n'étant pas forcément passionnés, mais je pense pas qu'il y en a des masses. Des fois, on va pointer du doigt des rappeurs d'aujourd'hui, même si des fois on pense que c'est pas des passionnés. Quand tu regardes des fois en interview,
et tu vois la culture rap qu'ils ont et tout, tu vois quand même que c'est des gars passionnés de la musique, tu vois. Après, des fois, ils sont amenés à faire des sons, on va dire, un peu plus zumba, pop ou on va dire commercial, mais c'est des passionnés. Je pense qu'un passionné, tu le sens. Même un Kobalade, je suis sûr que c'est un passionné de fou, tu vois. Il a peut-être pas la même culture générale qu'un Dinos ou quoi, mais tu sens quand même qu'il est passionné par la musique et il kiffe la musique quand même, tu vois. J'aimerais revenir un peu sur ton quartier. Donc, tu es né et tu as grandi à Molenbeek. Ce quartier, malheureusement, aujourd'hui, a une image très négative. Est-ce que pour toi, qui y est au quotidien, elle correspond à la réalité? Non, parce que en vrai de vrai, tu vois, les médias, ils vont toujours essayer de mettre ce qu'ils veulent en avant, tu vois. Après, voilà, il y a eu l'épisode 2015, etc. On va pas revenir dessus. Mais franchement, Molenbeek, c'est pas que ça, tu vois. Après, c'est un quartier difficile, mais je pense que c'est un quartier difficile comme tous les quartiers de Bruxelles, hein, tu vois. Je vois pas vraiment Molenbeek comme un quartier si différent. Après, en tant que Molenbeekois, je vais pas te mentir et je vais te dire que c'est le meilleur quartier de Bruxelles. C'est normal parce que je viens de là et que je trouve que nous, les Molenbeekois, on va dire, on a un truc différent des autres. Mais ça ne veut pas dire que genre à la Keun, ils sont moins forts ou moins bons, tu vois. Mais c'est clair que le Molenbeekois, il est différent, tu vois. Il a sa façon d'être, sa façon de parler. Mais franchement, par rapport à ce que les médias disent, franchement, c'est n'importe quoi, en vrai de vrai. Parce qu'il y a des talents incroyables, tu vois. Même dans le football, il y a plein de talents, même dans les films. Il y a un gars de mon quartier, Aboubacar Ben Saïd, lui, c'est un pur Molenbeekois. Voilà, pur Molenbeekois. Et franchement, ça se passe bien pour lui. T'as le gars, là, Haït El Hadj, qui joue à Anderlecht. C'est aussi un Molenbeekois. Il est professionnel, il joue au football. On a encore un jeune de chez nous, un petit Nassim. Il a 16 ans, il vient de passer pro. Donc, on va pas se mentir, à Molenbeek, il y a des talents, tu vois. Les médias, ils mettent en avant ce qui s'est passé en 2015. On peut le comprendre, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'est une minorité. Hein. Par rapport au talent qu'on a, c'est une minorité, tu vois. C'est vraiment une minorité. Ce petit truc en plus que tu disais que cette commune avait par rapport aux autres, c'est quoi justement? Qu'est-ce que cette commune t'a apporté? Franchement, Molenbeek, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Au niveau de ma personnalité, au niveau de mon caractère. Parce que je vais pas te mentir, moi j'ai grandi à Molenbeek dans les années 90 et franchement, je crois que j'étais un des seuls noirs, tu vois, à Molenbeek. On n'était pas beaucoup, hein, tu vois comment. J'ai grandi avec des Maghrébins et il fallait quand même s'affirmer, tu vois. Parce que voilà, les Maghrébins, on sait, c'est des gens qui ont du caractère de manière générale. Et sincèrement, moi je suis content d'avoir grandi là. Parce que peut-être que j'aurais grandi à Woluwe, ça aurait été différent, tu vois. Mais sincèrement, il y a un truc en plus que je ne saurais pas vraiment te l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Quand tu es à Molenbeek, tu sais que c'est différent, tu vois. Et je ne vais pas te mentir, hein, des fois je suis à Molenbeek trop longtemps et je dis, oh, je dois quitter ici, tu vois. Et puis quand je quitte, ça me manque de ouf. Dis-toi, moi je me sens plus Molenbeekois que belge, plus Molenbeekois que bruxellois, tu vois. Pour moi, je suis Molenbeekois avant d'être belge ou bruxellois, tu vois. D'abord je mets Molenbeek, ensuite Bruxelles. Et puis la Belgique, je le mets en dessous, tu vois. Mais je suis Molenbeekois. Quand je vais en France, on me dit t'es quoi? Je dis je suis Molenbeekois, tu vois. C'est où ça? Je dis c'est en Belgique, tu vois. Mais en général, ils connaissent, tu vois. Ils savent. Après, là, c'est vrai qu'ils ont le cliché en mode ouais, mais là-bas, c'est pas l'histoire de. Je dis, les gars, il n'y a pas de tout ça, tu vois. Il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi des talents et c'est un quartier incroyable. Franchement, c'est un quartier incroyable. Olaifa, j'aimerais savoir ce que tu nous prépares pour la suite. Quels sont les projets? Qu'est-ce que tu envisages? Pour l'instant, ce sera des sons. Je vais essayer d'envoyer un max de sons, tu vois. Essayer de toucher les gens parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de passer un message à travers mes écrits. Et voilà, pour l'instant, ce sera ça. Tu vois, ce sera beaucoup de sons, mais j'espère quand même de la réussite. Et voilà. Comme tu le sais, la coutume au Streety Magazine, c'est de finir les interviews par une carte blanche. Okay. Donc l'invité choisit un mot et peut dire ce qu'il veut pendant autant de temps qu'il veut. J'aimerais te demander une faveur. On peut le dire, on se connaît depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, c'est vrai. Donc je te demande de me faire un petit cadeau si tu veux bien. Est-ce que tu accepterais d'utiliser cette carte blanche pour nous proposer un freestyle inédit? Franchement, avec plaisir. Avec plaisir. Allons-y. Bon, on se fait ça tout de suite. Un grand merci à toi. Entre tristesse et nostalgie, je sais plus trop où je me situe. Que Dieu m'accorde le paradis et qu'il pardonne mon vécu. Moi, pour changer d'air, j'ai changé de ventilateur. Où sont passés les hommes sincères avec la main sur le cœur? J'ai vécu des épreuves terribles, je pleure en silence, tu le sais. Je suis plutôt de nature colérique, mais devant ma mère, je me calmais. Sur le terrain du divorce, c'est le diable qui met des buts. Je suis rancunier, je te l'accorde. En amitié, je suis pas dupe. Tu veux comprendre mes cicatrices? Adresse-toi à mes blessures. Big up aux frères qui se sentent tristes. La vie est pleine de coups durs. La beauté, c'est relatif. On s'aime sans préservatif. On veut être loin du mauvais œil, mais sur Insta, on s'affiche. Le meilleur ami de la femme, je crois que c'est le screenshot. Et sur la route du mal, c'est la tristesse qui m'escorte.
L'Europe joue une mélodie et l'Afrique danse en colonisation. Pourquoi tu me nies, passons? Sur l'autoroute de la misère, moi je peux pas rouler sur l'or. Existe-t-il des hommes sincères? À l'heure actuelle, je l'ignore. Demande un peu à Google si l'homme noir pue des aisselles. Me parle pas de féminisme, c'est moi qui fais la vaisselle. Check.